Entre 1996 et 2004, le gouvernement fédéral a détourné des centaines de millions de dollars dans ce qui deviendra bientôt le plus grand scandale de l'histoire du Canada moderne. De l'argent public détourné à des agences de communication en échange d'absolument rien, ou presque. Des enveloppes brunes, des contrats truqués, et tout ça pour sauver le Canada après le référendum de 1995. Bienvenue dans le premier épisode des Dossiers noirs du Québec. Le 30 octobre 1995, le Québec vote à 50,58% pour rester dans le Canada. Une victoire du non, par moins de 55 000 voix. À ce moment-là, Ottawa panique. Le pays a failli éclater. Jacques Parizeau démissionne après son discours très controversé. Lucien Bouchard prend la relève. L'option souverainiste n'a jamais été aussi forte. Mais à Ottawa, Jean Chrétien et son gouvernement libéral sont terrifiés à l'idée d'un prochain référendum. Et c'est dans ce contexte bien précis de peur existentielle qu'est né le programme des commandites. Mais quelle est l'idée derrière ça? Augmenter la visibilité du gouvernement fédéral au Québec, montrer le drapeau canadien partout, les festivals, les événements sportifs ou culturels, n'importe où pour rappeler aux Québécois les bienfaits du Canada. À ce moment-là, sur papier, ça pourrait paraître légitime, mais dans les faits, ça va devenir une machine à blanchir de l'argent public vers le Parti libéral du Canada. Voici comment le système fonctionnait. Le gouvernement fédéral, via des ministères comme Travaux publics Canada, attribuait des contrats de commandite à des agences de communication. Ces agences étaient censées promouvoir la présence fédérale lors d'événements au Québec. Mais ici, il y a un petit problème. Les contrats sont accordés sans appel d'offres. Il n'y a pas de concurrence, pas de transparence. Les mêmes agences, toujours les mêmes, et ces dernières sont particulièrement proches du Parti libéral. Et où est-ce que ça devient scandaleux, c'est que ces agences-là facturent des commissions astronomiques pour pratiquement rien. Un bon exemple pourrait être Groupe Action, une agence dirigée par Jean Brault. Elle reçoit 550 000 $ pour produire 3 rapports sur le tourisme au Québec. Sauf que ces rapports-là, ils existent déjà. Groupe Action les a juste recopiés. 550 000 $ pour du copier-coller. Il y a aussi d'autres exemples comme Communication Coffin qui reçoit 575 000 $ pour gérer des commandites. Mais il n'y a aucune preuve que le travail a réellement été fait. Au total, on parle de contrats gonflés, de travail inexistant, puis de factures frauduleuses. Et où passait l'argent récupéré par ces agences-là? En partie, ça revenait directement au Parti libéral, sous forme de contributions purement illégales, par des enveloppes brunes ou des dons déguisés. Mais qui sont les personnages principaux de cette histoire-là? On commence avec Jean Chrétien, qui était premier ministre du Canada de 1993 à 2003. C'est sous son gouvernement que le programme est créé. Il nie toute responsabilité, mais c'est son bureau qui supervise le tout. Alfonso Gagliano, ministre des Travaux publics, surnommé le parrain du scandale. C'est lui qui distribue les contrats aux bonnes agences. Il sera plus tard nommé ambassadeur au Danemark, une promotion qui ressemble à une fuite en avant. Il y a aussi Jean Brault, le PDG de Groupe Action, l'agence au cœur du scandale. Il avoue avoir versé des centaines de milliers de dollars au Parti libéral en échange de contrats. Son témoignage fera tout exploser à ce moment-là. Et finalement, Paul Martin, qui est à ce moment-là ministre des Finances durant une partie du scandale, puis ensuite premier ministre en 2003. Il prétend ne rien avoir su, mais il était pourtant là dans le décor. Tous ces hommes vont orchestrer ou couvrir le détournement de plus de 100 millions de dollars d'argent public. Le scandale commence à émerger en 2002 grâce au travail de la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser. A publié un rapport dévastateur, des dizaines de millions dépensés sans justification, des contrats attribués sans règles, puis de la documentation manquante ou falsifiée. En se rendant compte de ça, la pression monte. Et c'est alors qu'en février 2004, Paul Martin, devenu premier ministre, commande une enquête publique. Il nomme le juge John Gomery pour faire la lumière dans cette histoire. Excusez-moi, on m'a demandé
I regret any mistake that were made in the course of this program or any other government program. As Prime Minister, I take ultimate responsibility for everything good and everything bad that happens in the government. Those mistakes that were made in good faith can be excused. Any that were made in bad faith are inexcusable. If some people acted in bad faith for personal gain, they betrayed the Prime Minister, they betrayed my government, and they betrayed the country. C'est alors le début de la commission Gomery. Pendant des mois, le Canada assiste à un défilé de témoignages explosifs. Jean Brault, le patron de Groupe Action, balance littéralement tout. Il raconte les enveloppes d'argent, les fausses factures ou encore les contributions illégales au Parti libéral. Alfonso Gagliano nie. Chuck Guité se défend mollement, puis Jean Chrétien minimise, arrogant, refusant toute responsabilité de ça. Puis en novembre 2005, le rapport Gomery tombe. Une trahison flagrante de la confiance publique. Le juge conclut alors que le programme a été détourné pour enrichir le Parti libéral et ses amis. Il pointe directement Jean Chrétien et son entourage. Le mal est fait. La confiance envers Ottawa s'effondre, et surtout au Québec. Et c'est alors que les conséquences politiques sont dévastatrices pour les libéraux. En 2006, le Parti libéral du Canada perd les élections. Stephen Harper et les conservateurs prennent le pouvoir, en grande partie grâce à la colère provoquée par ce scandale-là. On vouliez-vous des élections? Une 5e élection avant même que la 4e soit terminée. Êtes-vous tanné d'avoir des élections à répétition? Puis au Québec, l'impact est encore plus brutal. Aux élections de 2006, le Parti libéral ne remporte que 13 sièges au Québec sur 75. Un effondrement historique. Mais le Bloc québécois, lui, explose avec 51 sièges. Et pourquoi? Parce que les Québécois viennent de comprendre quelque chose. Ottawa est prêt à nous voler pour nous convaincre de rester dans le Canada. Le scandale des commandites n'était pas juste une affaire de corruption, c'était une tentative cynique de manipuler l'opinion publique québécoise avec notre propre argent. Puis au final, ça a fonctionné, mais dans le mauvais sens. Au lieu de renforcer le fédéralisme, ça a plutôt alimenté le ressentiment. Juridiquement, quelques personnes sont condamnées. Chuck Guité écope de 42 mois de prison. Jean Brault, 30 mois. Des peines particulièrement légères pour une fraude de cette ampleur-là. Mais Alfonso Gagliano, il est jamais accusé. Puis Jean Chrétien, il est jamais inquiété non plus. Le gouvernement fédéral rembourse 1,14 million de dollars, une fraction de ce qui a été détourné. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce qui reste du scandale des commandites? D'abord, il y a une méfiance profonde envers le gouvernement fédéral au Québec. Chaque fois qu'Ottawa lance une grande campagne de visibilité ici, il y a beaucoup de Québécois qui se demandent « est-ce que c'est reparti ?» Puis ensuite, il y a une leçon sur l'impunité politique. Les vrais responsables ne payent jamais vraiment. Les chrétiens, les Gagliano, ils partent avec leur réputation écornée, mais jamais derrière les barreaux. Puis finalement, il y a une réflexion sur ce que ça dit de la relation Québec-Canada. Le scandale des commandites, c'est pas juste une histoire de corruption là-dedans. C'est aussi le symptôme d'un malaise qui est encore plus profond. L'idée qu'Ottawa doit acheter la loyauté du Québec parce qu'elle ne va pas de soi. Le scandale des commandites a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables canadiens. Il a détruit des carrières politiques. Il a ravagé la confiance envers les institutions fédérales. Et surtout, il a montré que lorsque le pouvoir se sent menacé, il est prêt à tout, même à voler ses propres citoyens. C'était le premier épisode des Dossiers noirs du Québec. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode.